Bonjour, on est le mardi 1er septembre 2020, avec une météo qui semble plus ou moins variable. On retrouve des nuages. Bon, on n'est plus à ces journées de canicule du mois d'août, ou certaines journées qu'on a pu retrouver au mois de mai et parfois un petit peu en juillet. Donc on a eu une petite canicule en mai, une petite canicule en, en juillet, une toute petite. Et alors, bon, en août, on a eu un peu plus de jours de chaleur. Mais ceci dit, pour ce mois de septembre, c'est bon, on voit bien que la météo, bon, est plus ou moins gâtée comme tout mois de septembre. Et comme toute rentrée sociale, bon, on retrouve plus ou moins ce temps-là qui est assez rafraîchissant quand même. Voilà, ici je vous propose donc un calcul dans la lignée de ce qui a déjà été fait auparavant, c'est-à-dire les calculs de chaleur, les bilans de chaleur, les calculs de calorimétrie. On demande ici de calculer donc la quantité de chaleur reçue par une masse d'un échantillon de cuivre. Donc je vous ai toujours dit que quand vous entrevoyez des calculs de calorimétrie, ben, il y avait quelques paramètres à tenir en compte. Et ça, bon, c'était le but de mes vidéos précédentes. Alors, quels sont ces paramètres? Ben, on a tout d'abord l'existence de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une substance ici. En l'occurrence, un échantillon qui se retrouve par exemple dans un calorimètre. Cet échantillon peut être solide ou liquide, voire même gazeux. Voilà, donc on peut, ici, il s'agit d'un échantillon. Donc on a une substance. Et pourquoi la substance est fondamentale? Ben, parce que d'une substance à l'autre, ben, la capacité calorifique d'une substance à l'autre n'est pas la même. Elle change. La faculté d'accumuler de l'énergie thermique d'une substance à l'autre, en fonction bien sûr d'une variation de température et d'une masse donnée, bon, est variable en fonction de la substance. Ce que j'avais mis auparavant était dépendant d'un coefficient qu'on appelle K substance. Et bien sûr, ce coefficient, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique, soit à pression constante ou à volume constant. Et donc on peut voir si on est à volume constant ou à pression constante. Si on a un CP recherché à pression constante, ou si on a un CB, voilà, recherché une chaleur massique recherchée à volume constant. Donc on a l'existence d'un CP et d'un CV. Ça, je le montrerai plus tard dans les vidéos qui vont bien scinder ce que c'est que la chaleur massique à pression constante, chaleur massique à volume constant. Bon, ici, quand je parle de chaleur massique, c'est ce qu'on appelle la chaleur spécifique. On peut l'appeler autrement, hein. Il y a trois appellations. Trois appellations possibles, hein. Et, bon, on a ce qu'on appelle la capacité, la capacité thermique massique, ou ce qu'on appelle la chaleur massique, ou encore la chaleur spécifique. Vous voyez que les terminologies, bon, peuvent être de appellations, différentes appellations. Donc je vous rappelle que la capacité thermique rapportée à une masse, c'est une grandeur qui sert bon, un petit peu voir l'accumulation de l'énergie sous forme thermique pour une masse donnée. Bien sûr, quand sa température évolue. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez comparer différentes substances, ben, si vous voulez les comparer, une grande capacité thermique signifie que entre deux substances, pour la même élévation de température et la même masse, ben, qu'il y en a une qui a une plus grande quantité de chaleur qui peut être stockée moyennant bon, une élévation ou une diminution de température, enfin une élévation de température, une élévation de température. Voilà. Bon. Et il faut savoir que le CP ou enfin, la capacité thermique, qui peut être à pression constante à un volume constant, est indépendant de la quantité de matière, donc c'est une grandeur intensive. Voilà, ceci étant dit, bon, c'est quand on a quelque chose qui est dépendant de la substance. Donc les bilans de chaleur feront référence à, bien sûr, une substance. Cette substance
bien sûr, possède une masse. Donc, et cette masse-là, bon, chauffer une masse de 10 kg n'est pas la même chose que chauffer une masse de 100 kg. Donc, il faut faire intervenir la masse et bien sûr la variation de température delta T. Delta T qui est un gradient de température qui va varier bien sûr d'une température T1 à une température T2. Donc ce qui veut dire que quelque part, quand on dit T1 T2, ça veut dire qu'il y a une température initiale, une température finale, et donc bien sûr la notion de système. La notion de système. Bon, dans cet énoncé ici, ça fait transparaître quel système? Calculer calcul de la quantité d'énergie calorifique reçue par une masse de l'élément cuivre. Bien, ici, il faut le calculer. Vous comprendrez qu'il faut le calculer, donc on va passer par le mode de calcul. Mais si on devait faire une telle expérience, vous comprendrez que c'est le calorimètre qui va permettre voilà, d'établir pour une chaleur donnée, on aura une variation de température donnée. Voilà, on va apporter voilà, au système une quantité de chaleur voilà, on apporte une quantité de chaleur. Bon, ici on en met. Normalement, on peut apporter de la matière, bien sûr. Voilà, on peut apporter de la matière. Mais ici, on n'est pas en chimie, ici. Voilà, on est en thermodynamique. On étudie, c'est une branche qui étudie bon, les effets calorifiques. Les effets calorifiques sans entrevoir la nature voilà, de la chaleur. Sans entrevoir. Je vous rappelle que Dalton avait dit que c'était un mouvement, la chaleur est un mouvement moléculaire, hein, un mouvement moléculaire. Bon, donc si vous voulez, je peux vous définir exactement ce que c'est que la calorimétrie. En fait, c'est une branche de la physique, quoique on peut dire aussi que c'est une branche de la thermodynamique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la calorimétrie physique et la calorimétrie thermodynamique. Quand vous parlez de mole, vous êtes en calorimétrie et de Kelvin. Quand vous parlez de mole et de Kelvin, vous êtes en thermochimie ou en thermodynamique. Voilà, mais la thermodynamique peut faire transparaître la partie physique ou la partie thermochimique. Voilà, la thermodynamique, c'est quelque chose qui s'imbrique et qui peut parler de plusieurs domaines. Voilà, donc la thermodynamique, on peut avoir dans la thermodynamique la calorimétrie physique et la calorimétrie thermochimique. Voilà, mais bon, la calorimétrie, on peut séparer tout simplement la calorimétrie physique. Et donc, quand vous parlez de mots de Kelvin, vous êtes soit en thermochimie ou soit en thermodynamique. Si vous parlez en degrés Celsius, vous êtes soit en physique ou en thermodynamique. Voilà. La thermodynamique peut prendre, bon, c'est une branche qui peut s'adapter aux unités, que ce soit le degré Celsius ou le Kelvin. Thermodynamique, vous pouvez parler en degrés Celsius ou en Kelvin. Voilà, parce que c'est une branche qui est, je veux dire, un petit peu, une branche un peu passe-partout. Voilà, par contre, en physique, on utilisera beaucoup plus le degré Celsius et en thermochimie, bien sûr, vous comprendrez que c'est plutôt les moles et les kelvins. Alors que bon, en physique, ce sera les grammes et les grammes pour les masses et degrés Celsius pour les variations de température. Et donc ici, bon, ça nous importe peu la matière parce qu'en fait, justement, la calorimétrie, c'est la branche de la physique ou de la thermodynamique qui s'occupe de la mesure des quantités de chaleur transférées, si vous voulez, d'un corps à un autre. Donc elles se font simplement sur une analyse des facteurs qui déterminent la quantité de chaleur transférée, bien sûr, sans devoir introduire une hypothèse concernant la nature de la chaleur. Voilà. Et donc, pour faire cette analyse que je viens de vous dire, une analyse quantitative de chaleur, c'est-à-dire de bilan global transféré, bien, on peut s'aider de petits schémas, tels que le schéma que je vous montre ici,
on voit bien qu'on a soit de la matière qui est échangée avec le système, mais bon, bien sûr, dans l'échange, il y a des entrées-sorties. L'échange, c'est bon, le système reçoit du milieu extérieur. Voilà, bon, je peux mettre ici, c'est le milieu extérieur. Voilà. Les échanges, je vais vous les mettre. Bon, pour voir, c'est des entrées-sorties, des absorptions. Voilà, de tous ordres. Et ça, j'ai fait des vidéos qui montraient un petit peu tout ce que le système pouvait voilà, échanger avec le milieu extérieur. Échanger, ça veut dire recevoir ou fournir. Le système fournit au milieu extérieur, mais si le système fournit au milieu extérieur, le milieu extérieur reçoit du système. Maintenant, ça c'est un cas de figure. Un deuxième cas de figure, si le système ne fournit pas, c'est qu'il reçoit du milieu extérieur. S'il reçoit du milieu extérieur, ben, c'est que le milieu extérieur fournit au système. Et donc on a deux cas de figure. En tout état de cause, si on n'a pas les cas de figure là, ben, c'est que le système ne varie pas. Voilà, voilà. Mais là, j'ai pris le cas d'un système qui évolue. On a une transformation. Une transformation évolue vers une situation initiale, vers une situation finale. Donc on a situation initiale il va évoluer vers une situation finale. Bien sûr, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a des mesures quantitatives de certains paramètres. Donc, bien sûr, et justement, ces paramètres, il faut les analyser. On analyse ces paramètres, ces facteurs qui déterminent justement la quantité de chaleur échangée, reçue, au total reçu et au total fourni, et en fin de compte, en tirer voilà, un bilan final. Voilà, le final, c'est toujours la situation finale moins la situation initiale. C'est quand vous faites un bilan en comptabilité, ben, vous savez tout ce qui se passe au cours de l'année, voilà, mais en fin d'année, vous tirez voilà, un bilan de tout ce qui a été fait auparavant. Donc on voit bien qu'il y a une situation finale par rapport à ce qui s'est passé avant. Ici c'est la même chose. On fait, voilà, on a si on a un paramètre de sortie, enfin si on a un paramètre, un facteur qui est la température finale dans la situation finale et un paramètre ou un facteur en situation initiale qui est la température initiale, vous ferez toujours pour avoir le delta T la température finale moins la température initiale. Donc on aura ici delta T qui voudra égal à TF moins TI. C'est toujours le final moins l'initial. En thermodynamique, ça se passe toujours comme ça, hein, pour ne pas créer de la zizanie au niveau des accroissements. Un accroissement est positif quand voilà, la valeur de sortie est plus grande que la valeur d'entrée. Si vous avez une variable, je vais mettre une variable ici, x initiale, voilà, elle va évoluer vers un stade final, x final, peu importe ce qui s'est passé entre eux. Hein. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, on regarde qu'un état initial, l'état final. La thermodynamique n'a pour but que de regarder l'état initial et l'état final, peu importe les transformations qui sont passées entre eux. Bon, on les comptabilisera dans voilà, dans la comptabilité thermique. Dans la comptabilité thermique, tout ce qui va se passer entre eux sera comptabilisé voilà, par des sommes, par des formules sommatoires. Voilà, donc tout ce qui se passe, bon, c'est une situation initiale. S'il y a eu plusieurs transformations, ben, elles vont se sommer pour donner une situation finale. Donc elles vont être tenues en compte quelque part voilà, dans le bilan global. Donc si on a une variable x initiale et x finale, ben, si la variable s'accroît, donc j'aurai x initial qui est en bas par exemple, hein, et x finale qui est une valeur plus grande, la variable va passer de x initial à x final. Voilà, ici vous avez bien un accroissement, parce qu'elle passe d'un état bas à un état, la variable passe d'un état, le paramètre ou la variable passe d'un état bas à un état haut. Et voilà, ce qui veut dire que si je fais x final moins x initial, ben,
c'est ce qu'on appelle le delta X, eh bien il sera positif. Voilà. Alors pour éviter la zizanie, bon, c'est ça, il faudra toujours faire le final moins l'initial. Parce que si à un moment donné vous comptabilisez le final moins l'initial, puis l'initial moins le final, ça va créer des zizanies dans les accroissements, voilà, dans les signes. Parce que ici, quand je dis delta x est positif, est plus grand que 0, ça veut dire que delta x est positif. Hein. Ça veut dire, ça donne un signe. Ça comptabilise un signe, ça veut dire qu'on a un accroissement. Donc maintenant, vous pouvez faire initialement un final, mais il n'y a pas de problème. Pour autant, vous mettez le bon signe. Voilà. Pour autant que vous retombez sur ce signe, voilà, quand x initial est plus petit que x final, vous devez avoir l'opposé. Si vous faites x final moins x initial, ça doit être positif, mais si vous faites x initial moins x final, vous devez avoir du négatif ici. Voilà, c'est normal, parce que la valeur initiale est plus petite que l'autre. Donc si vous faites la soustraction, elle doit être négative. Vous devez avoir l'opposé. Voilà. Mais généralement, pour mettre tout le monde d'accord, on se fixe une règle en disant que ce sera toujours le final moins l'initial. Comme ça, bon, là, il ne faut pas chercher à savoir ce qui se passe. C'est final moins l'initial, et ce sera la même chose avec l'entropie, avec les enthalpies, etc. Et les quantités de chaleur, c'est toujours le final moins l'initial. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut échanger? Le système peut échanger quoi? Bon, il possède comme paramètre une substance. La substance en elle-même, c'est un paramètre quelque part, parce que est caché derrière une substance qui est un invariant d'ailleurs. Hein. Cette substance-là ne va pas être transformée au niveau de la matière, au niveau de quoi ou qu'est-ce. La substance va être au début au niveau initial, et on va la retrouver au niveau final. Donc ça veut dire que le coefficient, la chaleur massique à pression constante, à volume constant, peu importe l'un ou l'autre, eh bien, elles seront les mêmes en situation initiale et en situation finale. Bon, l'évolution, il n'y en aura pas, parce que c'est un invariant. Ce qui va évoluer, c'est la température. Et je dirais même que la masse n'évoluera pas. Il n'y aura pas, bon, on n'aura pas de perte de masse. Hein. Voilà. On aura une masse de corps au départ et une masse finale. Donc, vous voyez que la masse va rester un invariant, tout comme la substance. Ce qui va évoluer, c'est uniquement la température et donc fatalement la chaleur. Alors, je vous ai toujours dit que qu'est-ce que ça peut changer? Le système peut changer quoi? Peut changer de la matière. Bon, ici, on n'est pas dans les réactions chimiques, donc je ne vois pas ce point de vue-là. Il peut échanger de l'énergie. Mais quel type d'énergie? De plusieurs formes, multiformes. Il y a de l'énergie multiforme, énergie électrique, potentielle, énergie mécanique, etc. etc. Bon, mais ici, l'énergie mécanique n'est pas prise en compte, je vous le dis tout de suite. Ici, ne subsiste qu'en calorimétrie. Enfin, calorimétrie, non, parce que dans le calorimètre, on peut faire chauffer un corps via ce qu'on appelle résistance thermique, électrique, une résistance électrique, et donc prendre en compte le point de vue voilà, de l'énergie électrique pour faire chauffer le calorimètre. Voilà, bon, c'est un échange énergétique qui est un échange énergie électrique en énergie thermique. Bon, mais ici, bon, c'est pas. Oui, on peut avoir ce cas de figure-là, on peut avoir de l'énergie mécanique, mais dans ce cadre de. Voilà. Dans ce cas de figure-là, bon, on tient compte que. Voilà, des chaleurs. On tient compte que des chaleurs. Voilà. Et justement, il demande de calculer la quantité de chaleur. Donc, en fait, on n'a qu'un point de vue calorifique, rien d'autre. On demande qu'un point de vue énergie thermique. Voilà, on demande qu'un point de vue énergie thermique, rien d'autre. Voilà, ceci étant dit, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on donne? On donne, il faut chercher la quantité de chaleur reçue par une masse. Ça veut dire que d'un échantillon de cône. Donc je vous ai mis un petit peu voilà, le synoptique, la schématique, schématique ici. Bon, de ce qui va se passer en fait au niveau énergétique, au niveau des substances, comment ça va rester un invariant, comment ça va se dérouler. Voilà, mais quelque part, bon, c'est des appareillages qui sont derrière ça. Bon, je pourrais dessiner avec plus de précision des appareillages qui est le calorimètre qui est derrière, qui est caché derrière, avec son thermomètre, son agitateur, pour rendre la solution, enfin pour rendre si c'est un liquide, voilà, bien sûr, la solution homogène.
Voilà. Voilà. Donc ici, on demande de calculer si c'est un liquide, hein, je mettrai un agitateur, mais sinon, si c'est d'un solide, c'est peut-être de la poudre. C'est des poudreuses, hein, voilà, du cuivre. Voilà. Et la température, ici, elle varie de 15 à 25. Sachant que pour le cuivre, le coefficient de chaleur massique à pression constante est de exactement, avec une certaine précision, 24,47. Voilà. Ici, on a un échantillon de 50 grammes. Bon, c'est très peu, hein, bon, de 50 grammes. Voilà. On a un échantillon de 50 grammes. Et on a la chaleur massique. Et ici, la pression constante, 24,47 qui est donnée en joules par mole par Kelvin. Donc, on se trouve en termes de thermodynamique. Voilà, on a une grandeur thermodynamique ici. C'est-à-dire que j'ai pas des grammes. Ici, on a des grammes. L'astuce justement d'un tel type d'exercice, c'est de se dire que là, on a des grammes. C'est pas compatible avec les moles, donc il faut faire une conversion. Voilà, c'est pas, il faut faire une conversion, voilà, pour passer des grammes à mole ou de mole à gramme. Donc on ne travaille pas, la formule ne s'appliquera pas. On peut l'appliquer, hein, il y a une manière de faire. Bon, ici, c'est pas le but de voir ça parce qu'il faut standardiser les choses. Quand vous avez des grammes, voilà, vous travaillez soit avec des grammes, et donc les joules doivent être mis sous forme, exprimés sous forme de grammes. Voilà. Si vous avez des moles, ben, il faut voilà, exprimer sous forme de moles. Voilà. Mais ici, vous voyez qu'il y a une incompatibilité, grammes et joules mole par Kelvin. Donc déjà, la température est en Kelvin. Et là, la température, elle est en degrés Celsius. Mais je vous avais dit que pour les différences de température, il n'y a pas de souci. Parce que si vous faites 15, 25 moins 15, situation finale moins situation initiale, température finale moins température initiale, 25 degrés Celsius moins 15 degrés Celsius, ce qui fait une différence, un écart de 10 degrés Celsius. Mais 10 degrés Celsius, c'est 10 Kelvin. Je vous l'ai toujours dit que en écart, bon, c'est pas parce que les échelles sont décalées et qu'il y en a une qui est positive, hein, l'échelle Kelvin est positive, quoique on peut avoir zéro, hein, mais bon, généralement on n'atteint pas le zéro. On travaille généralement des températures au-dessus du zéro pour le Kelvin. Donc le Kelvin, c'est une échelle thermodynamique voilà, qui est utilisée uniquement avec un signe positif. Un signe positif. Il y a déjà, comme je vous l'ai toujours dit, il y a déjà suffisamment de signes dus aux conventions, aux règles établies sur les systèmes. Hein. L'enthalpie peut être positive, l'enthalpie, on peut avoir un accroissement ou un décroissement, on peut avoir l'entropie qui peut être positif ou négatif, suivant un accroissement, décroissement d'entropie, etc., etc. Bon, voilà, ça donne suffisamment de signes. Voilà. Alors, pour éviter que la température ne vienne encore jouer les troubles faits avec son propre signe, qu'est-ce qu'on fait? Mais on crée une échelle de température positive, qui ne viennent pas modifier, perturber déjà ces notions de signes qui prennent quand même de l'importance au niveau de la thermodynamique. Donc la thermodynamique est fortement conventionnée, fortement réglementée au niveau voilà, des signes. Donc pour ça, on crée une échelle de température Kelvin qui est strictement positive, alors que l'échelle degrés Celsius est aussi bien positif que négatif. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que on a une échelle. Bon, il y en a une, ça c'est le degré Celsius. Bon, elle débute en moins 273,15 degrés Celsius, bien sûr. Hein. Voilà. Quand la température monte à partir de moins 273,15, il va de soi qu'à un moment donné, on arrive à 0. On arrive à 0 degré.
Oui, mais pour aller de, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour aller de moins 273 pour aller de moins 273 à 0 degré, ben, il y a un écart de 273,15. Pour aller de moins 273,15 à 0, il y a un écart de voilà, de moins 273,15. Là, l'écart qui est ici vaut exactement moins 273,15 et rien d'autre. Maintenant, si je crée une nouvelle échelle, qui est décalée par rapport à celle-ci, c'est juste un décalage, mais je vais les situer au même endroit pour bien entrevoir la chose. Voilà. Et ça, c'est l'échelle Kelvin. Là, l'échelle Kelvin, qui va débuter ici, enfin, je m'excuse, ici, elle va débuter ici, non pas en moins 273, parce que sinon on aurait la même échelle que l'autre, mais on est en 0. 0 Kelvin, ou 0 Kelvin. Ça dépend si, voilà, parce que c'est Lord Kelvin, il s'appelait Lord Kelvin, je crois que voilà. Donc il faut le prononcer comme, normalement, comme il s'appelait, en français c'est Kelvin. Voilà, bon, donc on a ici 0 Kelvin, qui correspond à moins 273 degrés Celsius. Donc vous voyez que le plus bas, la plus basse échelle de température Celsius est référencée par un niveau 0. Par un niveau 0. Qui est très pratique en thermodynamique. Mais si vous avez 0 Kelvin, ça veut dire que au niveau du 0 degré Celsius, on a 273,15 Kelvin. Voilà. Alors, je vous ai dit que l'écart entre moins 273,15 et 0 degré Celsius fait exactement moins 273,15. Mais il en est de même pour l'échelle Kelvin. L'écart ici est de 273,15. C'est les mêmes écarts. C'est les mêmes écarts. Ce qui veut dire que si je prends une variation de température, peu importe laquelle, ici, un delta, ben, il sera le même. Voilà, je prends un écart, c'est bien pour la variation de température Celsius que la variation Kelvin. Vous voyez que c'est les mêmes écarts. On aura, si j'ai d'un côté une variation de 3 degrés Celsius, voilà, si je viens de faire 3 degrés Celsius ici, d'écart, ben c'est que l'autre côté on aura 3 Kelvin. Mais ça, c'est valable quand on a des variations. Hein. Donc là, on aura 3 Kelvin. Maintenant, si vous voulez prendre voilà, une autre variation, je vais en prendre une. Là, ici, supposons que je suis de 1, je vais aller de 1 ou de, je sais pas moi, de 7 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. Voilà. Vous voyez que l'écart il est le même, hein, d'un côté de l'autre. C'est-à-dire de 7 à 15, ben, il y a 8 degrés Celsius. Ce qui veut dire 8 Kelvin. Voilà, donc en variation, l'échelle Kelvin, on a la même quantité dans l'échelle Kelvin que dans l'échelle Celsius. Puisqu'en fait, c'est deux mêmes échelles mais décalées. C'est deux mêmes échelles qui est décalée. Il y en a une qui est faite dans le sens d'un décalage qui donne que des nombres positifs, bien sûr, il peut donner le 0. Mais 0, on n'ira jamais au 0. Voilà, 0 Kelvin. Voilà. Donc, sachant cela, eh bien, on sait bien que de 15 à 25 degrés Celsius, ce qui fait 2 degrés Celsius, c'est ce qui fait 10 Kelvin. Donc, il n'y a pas à chercher. Bon, 25 moins 15, ça fait 10 Kelvin. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on a harmonisé l'échelle des températures. Ben, ici, on a 10 Kelvin. 10 Kelvin. Voilà.
Donc, ce qui veut dire que moi, ici, j'aurais pu mettre, je peux remplacer par ceci, celui. Voilà. Mais comme il s'agit de l'énoncé, je vais le laisser comme ceci, bien sûr. C'est l'énoncé, donc je ne touche pas l'énoncé. Mais on sait bien que je viens d'harmoniser les degrés Celsius en Kelvin, vu qu'on a une variation de température en degrés Celsius, je le remets en variation Kelvin. Ce qui fait, on a 10 Kelvin. 10 Kelvin. Voilà, mais on a tout. Alors, on va faire un bilan de chaleur. Quelle est la quantité de chaleur qu'il faut apporter donc à cette masse de cuivre? Cette masse de cuivre, c'est un échantillon de 50 grammes. Hein, 50 grammes, dont la variation de température va aller de 15 Kelvin à 25 Kelvin. Sachant que, bien sûr, on a une substance qui est le cuivre et qui possède un coefficient de chaleur massique à pression constante qui est de 24,47 joules par mole et par Kelvin. Alors je peux faire une analogie avec l'eau. L'eau, si je vais regarder l'eau, voilà. Oui, ici c'est la chaleur, j'ai rien dit. Voilà. Ici c'est à pression constante. Hein. Enfin, c'est à pression constante. Eh bien on va calculer ceci par un bilan de chaleur via une méthode numéro 1. La méthode numéro 1 consiste tout simplement à appliquer tout simplement la formule directement. On sait bien que la variation de chaleur, qu'il faut apporter, attention qu'ici il faut apporter, c'est le milieu extérieur qui apporte de la chaleur au système, le système qui étant ici probablement un calorimètre. Voilà. On apporte de la chaleur à un calorimètre, et l'eau dans le calorimètre va se chauffer, bien sûr va faire chauffer le cuivre, parce que l'eau va échanger la chaleur, sa chaleur avec le cuivre. Donc ici on va apporter une quantité de chaleur. On considère que c'est un système isolé et qu'il n'y a pas de perte. Hein. Bon, donc ça veut dire que toute la chaleur qui est dans l'eau va se transférer au cuivre. Voilà. Et donc on demande cette quantité de chaleur, sachant qu'on a une certaine masse de cuivre, une chaleur massique de cuivre à pression constante et une évolution de température qui va passer de 15 à 25. Bien. Quelle a été cette quantité de chaleur? Il suffit de calculer. Simplement, ici, il faut faire très attention aux unités parce qu'on est en thermodynamique, en thermochimique. Non, enfin, on a en thermodynamique. Voilà, on a des unités thermodynamiques. Le Kelvin. Bon, le degré Celsius fait partie de la thermodynamique aussi, mais on utilise plus le Kelvin. On a des moles et des kelvins. On a des moles et des kelvins. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, sachant qu'ici il faut harmoniser les 50 grammes. Bon, sachant qu'on a du cuivre bien sûr. Et le cuivre, on a la masse molaire du cuivre. La masse molaire du cuivre, qui est, si vous regardez dans le tableau de Mendeleev, il est à 63,546 grammes par mole. Alors, donc, sachant qu'on a, si j'avais eu ici 63,546, j'aurais une mole. Si j'ai le double de 63,546, mais j'aurais eu 2 moles. Voilà. Mais ici, on a moins d'une mole, parce qu'une mole, c'est 63,546 grammes par mole, pour une mole. Mais ici, on a 50 grammes, on a moins de 63 grammes, ce qui veut dire qu'on est inférieur à une mole. Voilà. Et ça, c'est la première chose à voir. Donc, on a moins d'une mole. Bon, ce qui veut dire que vous devez faire 50 divisé par 63,546. Si vous faites 50 grammes divisé par 63,546, ben, vous avez 0,78 moles. Donc vous voyez bien qu'il y a moins d'une mole. C'est tout à fait logique. Parce que, bon, 63,5546, c'est une mole. Ben, 50 grammes, c'est moins d'une mole. Il y a moins de 63 grammes. Donc il y a moins d'une quantité de matière. Alors, on va appliquer la formule directe, delta Q, pourquoi? Ben, c'est le nombre de moles, c'est N. La formule, c'est NC delta T. Hein. Attention qu'ici, c'est pas MC delta T. Il y a une petite erreur. Parce que c'est pas Martin. C'est pas la masse. On va pas jouer avec la masse. Mais on va jouer avec le nombre de moles. C'est Nestor. Voilà, on va jouer avec le nombre de moles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, vous jouez 0,786 et que je dû reconvertir en 0,786. Pourquoi? À cause de l'unité qui est là. C'est à cause du CP. Le CP, bon, me donne des joules par mole par Kelvin. Donc je suis obligé de travailler en Kelvin et en mole. Non, pour le Kelvin, il n'y a pas de souci parce que bon, la variation de température en degrés Celsius, vous, la variation de température en Kelvin. Par contre, les moles, 50 grammes ne fait pas 50 moles. Il faut harmoniser, voilà, ceci.
les grammes repassés en mol, sachant que la masse molaire du cuivre est de 63,546 grammes par mol, donc 50 grammes constituent moins d'une mole, ce qui fait 0,78. Donc vous allez faire 0,78 mol, qui est N de Nestor, fois la chaleur massique en joules par mol et par Kelvin, fois la variation de température qui est de 25 moins 15 Kelvin, ce qui fait 10 Kelvin. Si vous faites votre calcul, 24,47 fois 10 fois 0,7, 78, voilà, vous obtenez 0,192 avec plusieurs décimales, et l'unité bien sûr étant le joule. Parce que les moles vont se retrouver au numérateur et au dénominateur. Les Kelvin se retrouvent au numérateur et au dénominateur. Pourquoi au numérateur? Parce que 25 moins 15, c'est 25 moins 15 Kelvin. Mais pourquoi au dénominateur? Parce qu'on a le CP, ben on a des Kelvin au dénominateur. Ouais, il en a de même pour les moles. N, quand vous utilisez la formule Q est égal à NC delta T, N est en moles, mais le CP introduit des moles au dénominateur. Et donc les moles et les moles se simplifient. Et les Kelvin se simplifient pour ne rester que des joules. Donc en fait, il va rester que 192,53 avec toute une panoplie de chiffres derrière la virgule en joules. Bon, et là, je mets au centième. Donc quand je mets au centième, je mets le sigle, le symbole environ. Environ. Voilà, c'est environ. C'est pas plus ou moins, parce que quand vous utilisez plus ou moins, d'ailleurs je vais l'utiliser par après, le plus ou moins, c'est quand vous utilisez, vous faites du laboratoire. Là, en ce moment, la valeur que vous avez, elle est située entre deux valeurs maximales. Voilà, elle est dans une fourchette. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas, c'est environ. Enfin, c'est une approximation, c'est environ. Voilà. Donc ici, delta Q, c'est 192. C'est 192,53, toute une panoplie de nombres que je mets au centième. Voilà, j'arrondis au centième. 537 fait 54. Voilà. Toujours, les unités, ce sont toujours des joules. Et pour avoir en calories, ben, c'est une très belle unité, le calories, mais vous prenez ceci et vous divisez par voilà, la définition de la calorie. La définition de la calorie qui est 4,18 joules. Voilà, la calorie était définie par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau. Voilà, c'est la chaleur a été définie par rapport à la chaleur. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans une vidéo, elle est ici. Hein. La calorie, bon, j'avais fait au travers d'un calcul, calculer la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau pour élever de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin, je vous ai dit 1 degré ou 1 Kelvin, en variation de température, c'est la même chose, de l'H2O, parce que la calorie était définie par rapport à l'H2O, de 1 gramme, 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Pour passer de 14,5 à 15,5, il y a 1 degré. Et on échauffe 1 gramme d'eau qui est liquide, hein, mais on parle en grammes malgré tout. Voilà, et on trouve 4,186 joules, qui est ici. Connaissant bien sûr la chaleur spécifique de l'eau qui est 4,186 joules par gramme et par Kelvin. J'ai fait toute une vidéo qui expliquait tout ça. Ne pas confondre ceci et ceci, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, oui, c'est les mêmes valeurs. Oui, mais il y a les mêmes valeurs, mais il y a le signifié et le signifiant. Ici, on a en joules par gramme par Kelvin, c'est clairement le coefficient de chaleur spécifique. Voilà. Et là, c'est la chaleur fournie pour atteindre, voilà, c'est la chaleur fournie pour élever la température d'un degré d'un corps qui est l'eau, absolument de l'eau, qui est de 1 gramme. Et donc à ce moment-là, quand on a ça, ben, on a ce qu'on appelle la chaleur spécifique de l'eau, qui vaut exactement la chaleur spécifique de l'eau qui est ici, hein, 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Donc c'est la chaleur nécessaire pour, la chaleur qui est de 4,186 joules, voilà, nécessaire pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré. Voilà. Et ce 4,586 joules a été, on a formé une unité, une base unitaire qui est 1. Voilà, 1. Mais 1 quoi? Une calorie. Donc une calorie, ça correspond à ceci, à la définition de 4,586, l'élévation de la température, enfin la chaleur apportée
pour élever l'eau, voilà, d'1 degré et 1 gramme d'eau. Pour élever d'1 degré 1 gramme d'eau. Voilà. Et ça, c'est la calorie. Voilà. Alors maintenant, dans cet exercice ici, ben, je peux exprimer par rapport à la calorie. Voilà, par rapport à la calorie de l'eau. Voilà. Combien de calories ça fait? Ben, 192,5 exprimé par rapport à la définition de la calorie, bien, ça vaut 46 fois, si vous voulez, la chaleur spécifique de l'eau. Ça vaut 46,00 fois la chaleur spécifique de l'eau. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pour avoir une comparaison. Déjà, les unités calories, bon, certains disent que c'est des anciennes unités. Je ne crois pas que c'est des anciennes unités. Elles sont toujours d'actualité, toujours utilisées à l'heure actuelle. Calories, c'est fort utilisé. Bon, bien sûr, dans le chaud, parce qu'il y a aussi le froid. Les froids, ils utilisent des autres unités que le chaud. Voilà. En froid industriel, ils utilisent des autres unités. Bon, mais ici, on est dans le chaud. Voilà, la chaleur, il peut avoir le chaud et le froid. On peut avoir le chaud et le froid. Voilà. Si vous prenez un four à micro-ondes, vous réchauffez. Si vous prenez un frigo, vous refroidissez. Voilà. Et les deux systèmes nécessitent que ce soit le four à micro-ondes ou comment on appelle ça, le frigo nécessite des systèmes isolés. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait du froid et du chaud qu'ils ne sont pas forcément isolés. Tous les deux sont des systèmes isolés. Et le froid industriel, bon, c'est fort utilisé pour beaucoup de choses, pour des applications, je veux dire, agroalimentaires et autres, médicales et autres. Donc on a besoin de produire de la chaleur, mais on a besoin de produire aussi du froid. Voilà. Donc ici on fait une comparaison et on se dit que c'est 192,5, c'est 46 fois, voilà, la chaleur spécifique de l'eau. 46 fois. Donc, et là on dit que bon, on parlera en termes de calories. Ça fait 46 calories. Voilà. Alors maintenant, pour en revenir au CP, il y a différentes unités. Bon, le CP, c'est la chaleur massique à pression constante. On peut l'exprimer, voilà, ici, l'énoncé le donnait à 24,47 joules par mole et par Kelvin. Voilà, 24,47 joules par mole et par Kelvin. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose après avoir vu. D'ailleurs, il faut que je le note. Je vais le noter parce que c'est une remarque fondamentale. Ce fameux 46 calories, on va en discuter. Je vais le noter pour ne pas que j'oublie, parce que c'est vrai que entre temps je dirai des choses que je risque d'oublier ce que je vais dire. Donc 46 calories, on va en discuter. Mais tout d'abord, parlons du CP, des unités du CP. C'est 24,47 joules par mole et par Kelvin. Bon, on peut l'exprimer en joules par gramme et par Kelvin, c'est pas un problème. Bon, vous savez très bien que on connaît le nombre. Ouais, on sait bien qu'on a affaire du cuivre et qu'une mole pèse 63,546. Voilà. Si vous faites 24,47, je vais le faire ici. Si vous faites 24,47 qui est là, divisé par 63,46, vous avez ce nombre-là. Je n'ai fait que 24,47 qui est joule par mole par Kelvin, divisé par le. Voilà, une mole c'est 63,546 grammes, donc je peux l'exprimer en grammes, ce qui fait 0,38 575 grammes. Joule par gramme et par Kelvin. Bon, j'aurais pu dire, ici je peux dire joule par mole et par degré Celsius. Hein. C'est la même chose. Ben, je l'exprimais en joule par mole et par Kelvin. Ici, j'aurais pu dire joule par gramme et par degré Celsius, mais j'ai choisi joule par gramme et par degré Celsius. Voilà. Pourquoi choisir le Kelvin? Parce que c'est l'unité ici qui me dit de prendre le Kelvin. Donc je choisis le Kelvin. J'aurais pu prendre des degrés, mais ici j'ai choisi le Kelvin parce que c'est l'énoncé qui me permet, qui dit que bon, je dois travailler avec des Kelvins. Maintenant, le CP peut être exprimé en kilojoules par kilo et par Kelvin. Ben, ça reste toujours 0,38. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié au numérateur par 1000 et au dénominateur par 1000. Donc ça ne change rien.
le 0,38 il reste 0,38. Si vous faites fois 1000 au numérateur et divisé par 1000 au numérateur, fois 1000 et divisé par 1000, ça fait fois 1. Fois 1, donc on n'a rien fait. Par contre, au niveau de l'unité, ça exprime qu'on travaille en kilojoules pour 1 kilo. En kilojoules, nombre de milliers de joules dans 1 kilogramme. Et toujours par Kelvin, pour 1 Kelvin. Voilà, alors maintenant, je peux exprimer en kilocalories par kilo et par degré Celsius. Voilà, ici j'ai changé j'ai mis les kelvins sont devenus les kelvins sont devenus des degrés Celsius. Je travaille toujours en kilos, mais cette fois-ci je travaille en kilocalories. Bon, alors comment? Ben, je prends le dernier ici, ben, je divise par voilà, on sait bien qu'une calorie vaut 4,18 joules. Donc si je prends ce nombre qu'on a ici, qui est 0,38, 0,75, je vais prendre ce nombre-là et je vais diviser par 4, environ 4,18. Hein. Voilà. Je divise par 4,18. Vous voyez que j'ai ce nombre-là, 0,91, 91. Parce qu'on sait bien qu'une calorie, c'est 4,18 joules. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça fait 4,1855, certains disent 4,184. Bon, ça dépend des précisions qui ont été faites au laboratoire. Chacun a sa précision, chacun vous dira qu'il y a une valeur qui est beaucoup plus précise que l'autre. Bon, laquelle j'en sais strictement rien. C'est pas moi qui ai fait le laboratoire, donc je ne peux pas dire lequel qui est plus précis par rapport à l'autre. Voilà. Mais chacun disons leur précision jusqu'à une certaine valeur. Je n'ai pas, d'ailleurs, j'ai donné des noms, voilà, des chiffres, 4,18, mais voilà, 4,184, je n'ai pas l'approximation, voilà, de l'erreur de cette valeur-là. Autant 4,1855, je n'ai pas l'approximation de l'erreur de cette valeur-là. Donc je ne peux pas dire laquelle est plus précise. Mais sachez que bon, si vous travaillez 4,18, 4,186 ou 4,185, 184, bon, laquelle qui est plus précise par rapport à l'autre, je n'en sais strictement rien, parce que je n'ai pas les précisions de ça, et c'est pas moi qui ai fait ces laboratoires pour voir, je veux dire, ces valeurs-là. Donc je ne peux pas dire. Je peux pas dire. Maintenant, chacun diront que une des deux est plus précise que l'autre, mais ça dépend qui. Bon, faudrait voir les précisions. Là, ce serait une discussion, voilà, en termes voilà, de recherche de précision d'une valeur qui est à, de se dire si elle est précise ou pas, à quel pourcentage de précision. Voilà, c'est juste ça. Mais sachez que si vous utilisez 4,186, c'est bon, et 4,184, c'est aussi bon. Voilà. Le bilan de chaleur. Voilà. Ici, on va faire un bilan de chaleur. Toujours, c'est le même type d'exercice, hein, mais par une deuxième méthode. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une application directe de la formule. Q est égal à, non pas M de Martin, mais N de Nestor, parce que c'est un nombre de moles. On est en plein dans la thermodynamique, voilà, dans la thermodynamique, non pas dans la calorimétrie physique, mais calorimétrie thermodynamique. Donc j'utilise les Kelvin et les moles. Donc ici, c'est NCP delta T. Alors, je vais faire un bilan de chaleur, sachant que ici, je le marque je veux dire, comment on appelle ça, en rappel. Une calorie, c'est plus ou moins 4,1855 joules. Et ici, vous voyez bien que j'ai mis plus ou moins, parce que c'est le laboratoire qui vous dit s'il est précis ou pas. Ici, moi, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas, il est précis jusqu'à combien, mais c'est plus ou moins. Voilà. Contrairement tout à l'heure au calcul, j'ai mis environ. D'ailleurs, ici, je l'ai répété ici. Delta Q vaut environ, et j'ai même le signe là, environ. Alors, ne pas confondre le environ du plus ou moins. Mettre environ, c'est une approche, c'est une approximation. Mettre plus ou moins, c'est aussi une approximation, mais relative à voilà, un intervalle. Un intervalle. Voilà. Environ, c'est par rapport à une approximation, par rapport à une borne, mais plus ou moins, c'est par rapport à un intervalle. Donc, il y a deux bornes. Plus ou moins, il y a une borne à droite et une borne à gauche. On est situé dans un intervalle. Alors que là, on a une borne limite. Une borne limite supérieure. Quand on dit 0,9253, je vais le borner à 54, à la limite supérieure. Voilà. 192,53, je le borne à la limite
192 537, je le borne à la limite supérieure qui est 0,192,54. Donc c'est environ. Parce que je le borne par rapport à une limite supérieure. Par contre, bon, là, plus ou moins, là, ça veut dire que 4,18, il est situé dans une fourchette qui est justement l'erreur. L'erreur qui doit être minimisée. L'erreur relative qui doit être minimisée. Aussi bien l'erreur relative que l'erreur absolue. Les deux doivent être minimisés. Voilà. Bon, et donc il s'avère qu'ici j'ai pris 4,1855 et non pas, ça veut dire 4,186 et non pas 4,184, qui est aussi bon aussi l'un que l'autre. Alors, là, le bilan de chaleur va se faire par une méthode où je vais justement scinder en situation ou état, hein, quand je dis situation initiale, c'est une situation initiale, voilà, un état initial, et je vais scinder en situation finale pour bien rendre compte et de faire un bon bilan de ce qui va se passer. Et ici, c'est justement le cas. C'est ma méthode numéro 2. 2. À la place d'appliquer directement la formule toute faite, Q est égal à delta Q, je m'excuse parce que c'est des variations, delta Q est égal à NC delta T. Mais non, je vais tenir en compte des paramètres que je vais appeler des facteurs des paramètres ou des facteurs d'entrée, qui sont bien sûr la situation initiale, et des paramètres ou des facteurs de sortie qui sont des paramètres finaux. À partir de là, bien sûr, vous connaissez les paramètres, hein, parce que on sait bien qu'on a une substance qui est un invariant. La substance ne change pas, donc on sait bien que la variation de chaleur va dépendre de la substance, mais que la substance possède un coefficient qui est le Cp dans ce cas-ci. Qu'elle possède bien sûr une masse qui est un invariant aussi, dans ce cas-ci. La masse ne va pas évoluer, pour ainsi dire. Elle va rester constante. Et ce qui va évoluer, ben, c'est la température qui va passer d'un état initial à un état final. Voilà. Donc, on va parler en termes de paramètres ou de facteurs. Facteurs d'entrée, facteurs de sortie. C'est plus simple. Et ici, c'est la méthode numéro 2. La méthode numéro 2 va se baser sur ça justement. Je prends un état final. Comme je vais faire l'état final, moi l'état initial, mais je calcule le Q final. Donc la chaleur finale. Ici, je ne suis pas en termes de delta Q. Je suis en termes de paramètres bilan. Voilà, chaleur uniquement à l'état final. Point. C'est la situation finale. C'est l'état final. Et en chaleur à l'état final, ben, on calcule. Voilà, c'est le nombre de moles final fois la température finale. La température finale, elle est de 25. Voilà, c'est 25 fois le nombre de moles, c'est 50 grammes, ce qui fait 0,07. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Je vais le calculer ici. Il suffit de faire le nombre de moles à l'état final. Mais le nombre de moles à l'état final et l'état initial, il ne change pas. C'est un invariant. Voilà. Qu'est-ce qui est un invariant? C'est la chaleur, c'est le coefficient de chaleur massique à pression constante. Ouais, attention qu'ici c'est le coefficient de chaleur, non pas massique. C'est le coefficient de chaleur molaire. Hein. Ici, il y a une petite erreur dans l'énoncé. C'est le coefficient de chaleur, parce qu'on parle de mole.
c'est le coefficient de chaleur molaire à pression constante. Et donc ici, il y avait une erreur dans l'énoncé. Hein. Calcul de l'énergie calorifique reçue par une masse d'éléments, oui, dont la température varie de, oui, et ceci, c'est le coefficient de chaleur molaire. Ouais, parce qu'on parle de mole, et pas de masse. Si on avait des joules par gramme, par Kelvin, c'est chaleur massique, mais ici c'est chaleur molaire. Bon, enfin, voilà, ceci étant dit, donc je vous disais que j'allais calculer ici, sur le côté, N final. Le N final, c'est l'invariant, c'est le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est ceci. Ça n'a pas bougé, c'est les 50 grammes. Voilà. Multiplié par l'invariant qui est la chaleur molaire à pression constante, voilà, et multiplié par la température finale. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui se passe à l'état final. 481,34 joules. Mais c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est à l'état final. Maintenant, je vais calculer à l'état initial. À l'état initial, ben, on a toujours ces moles qui n'ont pas évolué, 0,70 moles, puisque ça constitue 50 grammes. Parmi les 63, 546 grammes de, moles, de masse molaire du cuivre, ben, on a 0,78 moles. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas évolué? L'invariant, c'est la chaleur molaire à pression constante, elle ne varie pas, elle reste la même. Par contre, ce qui est l'état initial de la température est de 15. 288 joules. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut se dire que une température plus haute, ben, la chaleur est beaucoup plus haute. Hein. Quand on a une température qui est plus haute, ben, au niveau chaleur, la chaleur est beaucoup plus élevée. Là, on a 15. 15 degrés, il y a 288 joules. Et à 25 degrés, 10 degrés plus loin, on a 481 joules. Voilà. Et pour faire le bilan calorifique, ben, au départ, on avait 288 joules à 15 degrés. Et en finalité, on a 481. Ça veut dire que le bilan énergétique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un écart de 192. 192. Donc pour monter de 15 degrés à 25, ben à 15 on a 288 joules, ben on monte jusqu'à 81 joules. Et ça, qu'est-ce qui permet de monter de 288 à 481? Ben c'est l'apport de chaleur de 192. Alors, on apporte 192 joules pour faire monter de 288 à 481. Donc le système, le milieu extérieur apporte au système une chaleur de 192 joules. Le milieu extérieur, bon, on fait un apport calorimétrique, peu importe que par la méthode, et quelle que soit la nature de, voilà, de la chaleur, on s'en fout de tout ça. Que ce soit de l'énergie solaire, de l'énergie électrique, de l'énergie pour chauffer, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. On apporte une énergie voilà, calorifique qui est homogène, chauffée de manière homogène. Voilà. Et là, à ce moment-là, bon, on passe d'un état initial qui a une certaine valeur énergétique à 15 degrés, ben, la chaleur qui va être apportée va élever voilà, la chaleur de 288 vers 481 par le biais d'une élévation de température. La température va se faire va faire quoi? Ben, elle va évoluer. Elle va s'élever. Apporter de la chaleur, ça veut dire que la température va s'élever. Et si la température s'élève, ben, on a un autre niveau énergétique. Hein. Normal. On a un niveau énergétique de 15 degrés. Bon, là, il y a une certaine énergie thermique. Et maintenant, si vous rapportez de l'énergie thermique de l'extérieur, ben, le niveau énergétique va gonfler. Il va faire gonfler la température. Donc si la température atteint 15 cc, elle va monter à 25. Voilà. Et donc, comment j'ai fait pour trouver le delta Q? Ben, il suffit de faire Q final moins Q initial. Donc, ce qui se passe en finalité, moi, ce qui se passe au départ, ben, au départ, il n'y a rien qui a été chauffé, c'est la température initiale. S'il est à 15 degrés, c'est la température initiale. Hein. Voilà, on commence à apporter de la chaleur à partir de 15. Et le fait d'apporter de la chaleur à partir de 15 va faire monter à 25. Et il va faire monter aussi la chaleur, en finalité. Voilà. Bon, ce qui fait 192,537. Bon.
Alors, pour trouver en calories, vous faites diviser par 4,18. Hein. Bon, 481 divisé par 4,18, vous avez 115. Voilà. 288 moins 4,18, ça fait, divisé par 4,18, ça fait 69. 115 moins 69, ça fait 46. Et on retrouve les valeurs de la méthode numéro 1. Hein. 46 calories, 0,00112, et 46 calories, 0,00112. Et ici, j'ai 46 calories, 0,012, voilà, et là, 46,00112. Voilà. Donc, mais c'est deux manières différentes de calculer. On sépare les états, état final, état initial. Par contre, l'autre, on fait directement le calcul en une passe. La méthode numéro 1 fait le calcul en une passe, recherche son bilan en une passe. Alors que la méthode numéro 2 passe par deux passes. Elle fait visionner correctement ce qui se passe en situation initiale, ce qui se passe correctement en situation finale, et après, bon, elle établit le bilan. Par contre, la méthode la plus rapide est la méthode numéro 1. C'est la méthode numéro 1, on applique directement la formule, on a la réponse. Par contre, l'autre, on montre ce qui se passe à l'état final, au niveau chaleur, ce qui se passe au niveau chaleur, au niveau de l'état initial, et puis on fait la variation de chaleur. En faisant ce qui se passe à l'état final, moins ce qui se passe à l'état initial. Et bien sûr, ici, le delta Q est positif. Hein. Le delta Q est positif. Ouais, ça veut dire quoi, delta Q positif? Ben, ça veut dire qu'on a le milieu extérieur a fourni de l'énergie au système. Voilà. Le milieu extérieur a fourni de l'énergie au système. Et effectivement, on a fourni 192 joules. Si c'était négatif, ça veut dire que c'est le contraire. Donc ici, on a une réaction, enfin, on a ce qu'on appelle ça, une transformation qui est, pour passer, transformation, parce qu'on est passé d'un état 1 à un état 2, voilà, en apportant de la chaleur, ben, cette transformation, c'est une transformation thermique, parce qu'on apporte de la chaleur, hein, mais c'est une transformation qui est thermique, mais qui dit exothermique, parce que cette chaleur-là a été, on est parti du milieu extérieur pour la fournir au système. Donc c'est une transformation exothermique. Et exothermique, ça signifie que le delta Q est positif. Mais attention, le delta H, la variation d'enthalpie est négative. Voilà, c'est le contraire. Et là, on retrouve aussi, au niveau des calories, ben, ceci. On a une valeur positive au niveau des calories, au niveau des joules. Et là, je le mets bien en remarque, hein, je le mets bien en remarque ici. Le bilan est exothermique. Le système a reçu. Ah non, ici il y a une petite erreur. Hein. Le système. Oui, là c'est le système qui a reçu. Donc c'est le milieu extérieur qui a fourni. Oui, mais d'ailleurs je le mets ici. Le milieu extérieur a fourni au système. Donc delta Q est bien positif et delta H est bien négatif. Donc par deux méthodes. Bon, maintenant, ceci étant dit, l'exercice est terminé. Ce qu'il y a maintenant, ce que je vous disais tantôt, je vous disais que j'allais revenir sur quelque chose. Quand on a ici 86 calories, ça veut dire qu'on a 86 fois 46 fois, je m'excuse, 46 fois la valeur voilà, du CP de la chaleur massique de l'eau. Voilà, on a 46 fois la valeur de la chaleur massique de l'eau. C'est normal. Pourquoi? Parce que la chaleur massique de l'eau, tout d'abord, elle est définie pour une élévation de température d'1 degré, alors que là, on a 10 degrés. Donc, ici, je pourrais mettre de 15 à 16. Là, j'ai 1 degré. Là, déjà, c'est pour 1 degré. Et là, vous avez, on est déjà descendu d'un coefficient 10. Hein, on a 4,6. En plus de ça, là, il est défini pour le la chaleur massique de l'eau est définie pour 1 gramme. Et là, j'ai 50 grammes. Donc, je vais mettre 1 gramme. Bon, maintenant, on va comparer les deux, puisque tout est comparable maintenant. Et voilà, il est plus petit que le C de l'eau. Puisqu'on a 0,09 calories. Il est beaucoup plus petit que le C de l'eau. Ça veut dire que l'eau va accumuler plus voilà, de chaleur
que le cuivre, pour une même élévation de température, hein, pour une même élévation de température. Voilà, qui est, dans ce cas-ci, d'1 degré, et pour une même masse, 1 gramme. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, pour 1 gramme, de 15 à 26, j'ai bien 1 degré. Là, j'ai bien 1 gramme. Il va reconvertir, bien sûr, en mol. Hein. 1 gramme, c'est 0,00157 moles. Hein. Donc, c'est 1 divisé par 63,546. Voilà. Et donc, on voit bien qu'ici, en calories, attention que je suis en calories ici. Là, le delta Q est en joules. Là, il est en calories. Que je travaille en grammes ou en moles, peu importe, je tiens toujours des joules. Le résultat, c'est toujours des joules ou des calories. Voilà. Et donc ici, on voit bien que 0,09200 ou 0,092 est beaucoup plus petit que 4,18. Hein. Et, je m'excuse, est beaucoup plus petit qu'une calorie. Parce que 4,18, c'est une calorie. Donc ici, on a moins d'une calorie. Hein. Donc le cuivre est, on va dire, voilà, un effet d'accumulation de la chaleur moindre que celui de l'eau. Il faut apporter plus de chaleur pour élever 1 gramme d'1 degré pour l'eau que pour le cuivre. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et je dirais même que le coefficient, il est très petit, il est de 9 centièmes, alors que pour l'eau, il est de 1. L'unité, la base unitaire, on a pris l'eau. L'eau pour 1 degré et 1 gramme. C'est une base unitaire d'une calorie. Ici, on a 9 centièmes. Mais 9 centièmes, on est très loin de l'unité. Donc c'est pour vous dire que la charge, enfin, là, comment est-ce qu'on appelle ça? La capacité thermique, qu'elle soit molaire ou massique, peu importe, hein, qu'elle soit molaire ou massique, parce que entre l'un et l'autre, il y a juste, voilà, il y a une petite formule sur la masse molaire, avec pour passer d'une masse normale à une masse molaire, il y a une petite formule, c'est un rapport. Hein. Donc, qu'on dise capacité thermique massique, capacité, bien, les valeurs sont différentes, bien sûr, elles sont différentes, bon, parce que c'est exprimé l'une en grammes, l'autre en mol. C'est pas des unités compatibles, mais on peut passer de l'une à l'autre. Voilà, connaissant le nombre de grammes, on peut passer, on sait combien de moles que l'on a. Voilà. Ouais, via une transformation un petit peu de relation mathématique. Voilà. Donc, la capacité thermique massique ou capacité thermique molaire, ou la chaleur massique ou chaleur molaire, ou la chaleur spécifique, voilà, peu importe comment on les dénomme, si elle est soit massique ou molaire, suivant qu'on la donne en grammes ou en mol, bien malgré tout, la relation, je trouve 0,39 joules pour le cuivre et 0,09, ça qui fait 0,09 calories. Alors si je veux comparer par rapport à l'eau, ben l'eau ça fait 1 calorie ou 4,18 joules. Donc on voit bien que celui-ci, le cuivre est beaucoup plus petit. Donc qu'est-ce qui va accumuler plus de chaleur? Ben, c'est l'eau, pour la même variation de température et la même masse, ou le même nombre de moles et la même variation de température. Pour le même nombre de moles et la même variation de température, on aura voilà, l'eau qui est toujours, on va dire que l'eau a une capacité thermique massique beaucoup plus grande que celle du cuivre. Et elle a une chaleur molaire beaucoup plus grande que celle du cuivre. Alors, pour la chaleur massique de l'eau, la chaleur molaire, elle est de 75 joules par mole et par Kelvin. Elle est ici. Alors que pour le cuivre, il est de 63.
Voilà. Je vais faire mon calcul à la machine. Donc si je fais 0,015 0,015 fois 24,47 fois 1. Ça fait bien 0,38. En gros 0,39. Environ 0,39. Et on passe de joules en calories, il faut bien diviser par 4,18. Donc voilà. Ce qui est étonnant, c'est bon, on a 0,09, c'est beaucoup. Alors que bon, on a 76 pour l'eau. Ah oui, non, 76 pour l'eau. 75,38 pour l'eau. Et celui-là, 24,47. 76 divisé par 24,47. 3, j'ai un facteur 3. Alors que là, j'ai pas un facteur. 1 divisé par 3. Je devrais trouver un coefficient 0,33. Moi, il devrait être divisé par 3 ici. Coefficient. C'est ça que il y a quelque chose qui ne va pas trop. Pourtant, je suis bien pour 1 degré. 1 degré de 15 à 6 et 1 gramme. 24,45. Donc là, je dois avoir un facteur 3. Quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Je vais rechercher ça tout de suite. Je vais refaire les calculs à la machine. 1 divisé par 63,54. Là, on a bien 0,015. 0,015. Ah oui, oui, c'est juste. Hein, oui, oui c'est parce qu'en fait, euh, pourquoi le facteur n'est pas de 3, mais bien plus grand? Parce que c'est dû à la masse molaire de... Voilà, la masse molaire du cuivre qui vaut 63,54. Alors que pour celle de l'eau, c'est 18. 18,098. Voilà. Et si on prend un gramme 1 divisé par 18, le rapport 1 divisé par 18, c'est 0,055. Alors que ici, si je fais le rapport 1 divisé par 63, 0,015. Donc il y a plus, c'est normal qu'il y a le facteur 3 à tenir en compte entre voilà, le 75 ici et le 24,47 joules par mole par Kelvin. Oui, c'est un facteur 3, on est d'accord. Hein, voilà, il y a un facteur 3. Mais en plus de ça, il y a un autre facteur à tenir en compte, puisque l'eau, c'est 18 grammes par mole. Alors 1 gramme sur 18 grammes par mole n'est pas la même chose que 1 gramme sur 63 grammes par mole. Le facteur est ici, c'est 0,0157. Et c'est ça qui va faire aussi que on aura des petites valeurs là. Voilà, d'ailleurs il est là, on voit bien
0,0557 dans le calcul. Voilà. Qui va donner 0,38, qui est très petit. C'est à cause du 0,0157. Voilà. Donc on n'aura pas par rapport à l'eau un facteur 3. Il faudra tenir compte aussi de la masse molaire. Hein. Voilà, la masse molaire, plus elle est élevée, la masse molaire, et plus ici, ça va diminuer. Parce que si on prend 1 gramme par rapport à une masse molaire élevée, le rapport est 1 sur quelque chose de très grand. Je peux expliquer ça, hein, voilà. Ce que je suis en train de raconter, peut-être que vous ne le comprenez pas, mais je vais essayer d'être plus clair. J'ai tout simplement regardé que la chaleur molaire de l'eau vaut environ 75. Voilà. Ça, c'est pour l'eau. Bon, je vais essayer de clarifier les choses pour bien voir, faire passer mon message. Voilà. Et le cuivre, ben, on a dit que c'était 24. Je porte à 20, en gros à 25. Voilà, 25, quand je dis 25, c'est la chaleur molaire. Hein. Je prends en termes de chaleur molaire, c'est-à-dire en joule par Kelvin, par mole et par Kelvin. Bon, il y en a qui écrivent mole moins 1, Kelvin moins 1, il n'y a pas de problème. Il y a pas de toute façon, ici, il n'y a pas de confusion à faire avec la division. On sait bien que le mole et Kelvin sont en dessous, au dénominateur. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de mettre mole moins 1, Kelvin moins 1. Donc, il y en a un qui fait 75 Kelvin, joules par mole et par Kelvin, c'est l'eau. Il y en a un qui fait 25 joules par mole par Kelvin. Ce qui veut dire que le rapport, si je fais 75 divisé par 25, ça fait 3. On a un rapport de 3. On a un facteur de 3. Ça veut dire que, logiquement, il serait 3 fois plus grand. L'eau serait 3 fois plus grand. Voilà, niveau capacité molaire accumulée de la chaleur, l'eau serait 3 fois plus grand. Ah, ça c'est pour l'eau, ça c'est pour le cuivre. Les unités sont les mêmes. Hein. Bon, ouais, mais la variation de température, je vous ai dit que j'évaluais pour 1 degré Celsius. Par exemple, de 14 à 15. Ou 1 Kelvin. Allez, on va parler en Kelvin. D'1 Kelvin. Là, c'était valable pour les deux. Pour l'H2O. Voilà. Voilà. Mais ici, j'évaluais pour 1 gramme. 1 gramme. Voilà. Je spécifie bien 1 gramme pour les deux. Ce qui veut dire que je vais le mettre au milieu pour vous dire que c'est tous les deux 1 gramme. Ouais, mais l'astuce, elle est là. C'est qu'ici, bon, on n'utilise pas M fois C fois delta T pour rechercher voilà, la chaleur, correspondant à 1 Kelvin et 1 gramme, c'est-à-dire la chaleur molaire, la chaleur massique, voilà, delta T. Voilà, mais j'utilise nombre de moles pour évaluer la chaleur molaire pour 1 Kelvin et 1 gramme, parce que la chaleur molaire est définie pour 1 Kelvin et une mole, je m'excuse. La chaleur molaire, c'est N fois C fois delta T. Voilà. Bon, mais quand on met la masse vaut 1 gramme et la variation de température vaut 1 degré, ben, il ne reste plus que le C. Donc la chaleur, le delta Q, vaut le C. Delta Q vaut C. Voilà. Bon, mais M vaut 1, delta T vaut 1, il reste le C. Par contre, ici, le delta Q, c'est pas la même chose. Il y aura delta T. Oui, le delta T fait 1.
j'ai oublié un T, ici je vais le mettre tout de suite. Delta T fait 1 Kelvin. Bon, donc ça veut dire que lui, il va pas jouer son rôle. Puisque 1, c'est un nombre, c'est un neutre pour la multiplication. Donc le 1, il va pas jouer. Le C, c'est le C, c'est la chaleur molaire. Voilà. Attention qu'ici, c'est la chaleur massique. Hein. Dans celui-ci, le C ici, c'est la chaleur massique. Puisque j'utilise une masse. Voilà. Alors que là, le C, c'est la chaleur molaire, parce que j'utilise voilà, un nombre de moles. Voilà. Bon, mais pour la définition de delta Q, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la chaleur molaire ou la chaleur massique? Chaleur massique, bon, c'est voilà, c'est la chaleur qu'il faut apporter pour élever 1 gramme d'un corps d'un degré. Bon, ça c'est la chaleur massique. Voilà, donc je calcule le delta Q, où M vaut 1 et delta T vaut 1. Et là, je retrouve ma chaleur massique pour 1 gramme et 1 degré Celsius. Maintenant, pour la chaleur molaire, on a toujours un Kelvin, 1 degré ça fait 1 Kelvin, hein, élévation d'un degré ou d'un Kelvin. Ici, comme on est en chaleur molaire, en joule par mole et par Kelvin, ben, je vais utiliser delta T vaut 1 Kelvin. Donc ça ne change rien jusqu'à présent. Mais on a le fameux N fois C. C'est plus comme tout à l'heure, on a M fois C, Martin fois C, mais Martin vaut 1. Mais ici, le N Nestor fois C, N fois C ne fait pas 1. Le N ne fait pas 1. Parce que le N, c'est 1 gramme. Si je regarde en masse, ça fait 1 gramme en masse. Mais si c'est de l'eau, 1 gramme, mais c'est divisé par la masse molaire de l'eau. 1 sur 18. Voilà. Et ça, c'est 1 gramme. Combien de moles fait 1 gramme? C'est 1 sur 18 pour l'eau. Mais combien de moles font 1 gramme pour le cuivre? Mais le cuivre a une masse plus élevée, hein, 63. Et voilà le rapport que je vous disais. Il est 1 sur 63. 1 sur 18, c'est 0,05. Ça fait 5 centièmes. Environ. 1 sur 18, ça fait 5 centièmes. Voilà. Mais 1 sur 63 ne fait pas 5 centièmes. 1 sur 63 fait 0,015. Voilà. Donc, bien sûr, 0,015, c'est environ, c'est 3 fois. La masse du cuivre vaut environ 3 fois la masse de l'eau. Je dirais même 3,5 fois. 63 divisé par 18 fait 3,5. Voilà. Donc on a un facteur 3,5. Et on a encore un facteur ici de 3. Je vous l'avais dit, de 75 à 25 kJ par mole, on a un facteur 3. Là, il y a un facteur 3. Et là, on se retrouve encore avec un facteur 3,5. Ce qui veut dire qu'au total, on a un facteur 3 fois 3,5. Ce qui veut dire un facteur de 10,5. Le facteur global est de 10,5. Le facteur global, c'est le facteur 3 pour aller de 75 à 25 joules par kilomole, mais c'est aussi le facteur dû à 1 gramme
1 gramme qui n'est pas le même nombre de moles pour l'eau que pour le cuivre, parce que la cuivre a une masse molaire beaucoup plus élevée que l'eau, donc fatalement un rapport plus petit. 0,015 est beaucoup plus petit que 0,05, parce que 63 est beaucoup plus grand que 18. Ce qui veut dire que là on a un facteur 3,5, mais 3 fois 3,5, ce qui fait 10,5. Donc en chaleur molaire, c'est pas la même chose qu'en chaleur massique. Voilà. On a le facteur ici, et il y a le facteur 3. Entre le rapport 75 et 25, et le facteur 3,5, qui est le rapport, voilà, des rapports des masses molaires, ici. Voilà. Et ces deux facteurs, 3 et 3,5, nous donnent un facteur de 10,5. Et donc, maintenant, on comprend pourquoi on a ici un facteur de 10,5 par rapport à la calorie. Si je fais 1 divisé par 10,5, eh bien, j'ai bien ce 0,095 ou 0,092. Donc, c'est bon. Tout est correct. Donc, si vous voulez, celui-ci, la calorie, pourquoi il est 10,5 fois plus petit que l'autre, ben, c'est pour les raisons que je viens de vous donner. Et ça, c'est en chaleur molaire, parce qu'en chaleur massique, on n'a pas ce fameux rapport de 1 gramme par rapport à la masse molaire. Voilà. Donc si vous voulez comparer, ben, il faut comparer par rapport à 1 gramme à une variation d'un degré. 1 gramme à une variation d'un degré de 15. Ouais, si je fais de 17 à 18, c'est le même. Hein. C'est en variation qu'on parle, c'est toujours 0,092. Que je mette même de moins 5 à moins 6. Ouais, c'est pour ça que c'est plutôt moins 6 à moins 5. Parce que si on veut que ce soit voilà, moins 5, moins 6, moins 5. Si on veut que ce soit exothermique, ben, il faut que la température finale soit beaucoup plus grande que la température initiale. Sinon, ça veut dire que ce serait une réaction endothermique si ce n'était pas le cas. Voilà. Donc ça ne change pas ici. Hein. Vous voyez que quand je change la température, ça ne change pas. Tant que la variation de température de 1 degré, ça ne change pas. Pourtant, si vous avez changé la masse, ou la variation de température, fatalement, hein, vous changez de substance, fatalement, tout va changer. Voilà, je vous remercie beaucoup.